Irak, 1991. Une insurrection oubliée. Un documentaire sonore réalisé par Radio 2049. Chapitre 4. Le Nord se soulève. Je me suis rendu compte de la préparation de l'action insurrectionnelle que 2 jours avant, lorsqu'un camarade révolutionnaire me donna différentes consignes précises. Je devais aller le 7 à 8h du matin à tel endroit, armé comme je le pouvais. Quand je suis arrivé au rassemblement, nous n'étions que 7. À ce moment-là, je me suis dit qu'on ne pouvait pas gagner. Plus tard, j'ai su que la majorité du comité avait lâché l'insurrection, pensant elle aussi qu'on ne pouvait pas triompher. Un instant plus tard, apparurent 2 camarades de Marche pour le communisme, nous appelant et nous encourageant à nous rassembler pour l'insurrection. Ils distribuèrent des grenades. Tous ensemble, nous avons parcouru les rues proches de cet endroit en appelant à la lutte et nous avons réuni en un instant quelques 50 à 60 personnes. C'est alors qu'arrivèrent 2 peshmerga, bien armés. Les insurgés les appelèrent et leur crièrent de se joindre au mouvement, mais ils ne le firent pas. Bien que nous étions un petit groupe et en infériorité totale point de vue armement, nous attaquâmes la caserne du quartier. Mais elle était trop bien protégée. Nous avons fui, repoussé et pourchassé ensuite. Notre camarade Bakiri Kassab, militant de Marche pour le communisme, mourut au cours de cette attaque. Nous nous sommes dispersés de manière tout à fait désordonnée et on a couru aussi vite qu'on pouvait. L'ennemi, mieux armé, nous poursuivait et nous fûmes encerclés jusqu'à ce que nous arrivions sur le grand boulevard. Une fois arrivés là, une grande surprise nous attendait. L'insurrection gagnait du terrain et c'est les bassistes qui reculaient. La manifestation est devenue de plus en plus grande et on a décidé d'attaquer un bâtiment du parti Baas sur le boulevard de Toy Malik. L'attaque est partie de tous les côtés et en 10 minutes, le bâtiment a été incendié et détruit. Certains bassistes ont été tués et d'autres arrêtés à l'intérieur de leur bâtiment. Les gens, les hommes, les femmes, filles et même de petits enfants étaient activement impliqués dans l'aide et les premiers secours pour ceux qui avaient été blessés. En même temps, des gens arrivaient de Mazid Bag et ils avaient pris le contrôle du centre de police universitaire et du reste de l'université. À ce moment-là, il y avait des tirs partout à Souleymanie. La fumée montait. Ensuite, on est descendu dans la rue principale de Toy Malik pour prendre d'assaut la prison. Après une attaque de quelques minutes, accompagnée d'une attaque aux lance-roquettes, les gardes de la prison ont capitulé. La prison a été détruite et tous les prisonniers libérés. Les murs ont été démolis à coups d'un tractopelle qui appartenait à la municipalité. On a ensuite continué notre avancée et la manifestation a continué de grandir à mesure que les gens de Hagi Khan et Maïkandi sortaient dans la rue. Ailleurs, les gens d'Azadi et de Kanwo Koraom arrivaient par honte de bac, après que le poste de police d'Azadi leur ait remis toutes les armes sans tirer un coup de feu. En retour, les gens leur ont pardonné et ne les ont pas tués. Le poste de police de Sarah, le plus grand poste de police du quartier, a été attaqué de toutes parts. Et la personne la plus courageuse dans ce quartier était une jeune fille vêtue de noir. Elle était constamment en tête de la foule, n'ayant peur de rien, et relevait sans cesse le moral des assaillants. Quoi qu'il en soit, attaque après attaque, l'assaut s'est poursuivi contre le poste. Quelques personnes ont été blessées. Le poste de police de Sarah est finalement tombé, sous les cris et les tirs de la foule. Certains policiers ont été tués, et ceux qui ont été blessés se sont rendus. Le sergent Chanal, la personne la plus infâme et la plus détestée du pays, responsable de la mort de nombreuses personnes, a été capturé. Sa tête a été écrasée, à coups de matraque, ses mains et ses jambes coupées, son corps mutilé, a été pendu à un feu de circulation devant le poste. Il y avait une grande manifestation devant le commissariat. Les chiffres étaient énormes. Des armes et des voitures avaient été réquisitionnées par le peuple et des groupes montaient dans les voitures pour se rendre dans les endroits qui n'avaient pas encore été libérés. On voulait descendre la route de Maoulaoui en direction d'Azipsal, mais nous ne pouvions pas le faire car il y avait des snipers dans la rue. On aurait été tués si on était sortis dans ces rues.
Il y avait aussi des tirs dans la zone de Hamia, la base militaire principale de Souleymanie. L'aide de la population était nécessaire là-bas. Avec leur aide, la majeure partie de la base a pu être prise et des milliers d'armes distribuées parmi les gens. Des scènes comme celle-ci se sont déroulées partout à Souleymanie. La nouvelle est arrivée que tous les quartiers généraux de sécurité dans le sud avaient été pris. Cette fois, nous étions près du garage Satakoshi lorsque Hamia a été prise. Les combats se poursuivaient autour du bâtiment Hazib Sal jusqu'à ce que sa résistance soit brisée. Puis les gens ont pris d'assaut l'endroit et 2 de ses portes ont été incendiées. Des combats ont éclaté autour du vieux quartier général de sécurité. Ces 4 murs ont été démolis. Les gens ont envahi le bâtiment où étaient logés les quartiers généraux du parti basse. Les portes de l'usine de cigarettes ont été défoncées et les gens ont pillé des milliers de cartons de cigarettes. On est ensuite retourné à Toy Malik avec nos amis en traversant la ville à voiture. De nombreux endroits avaient été pris ou incendiés. Le seul quartier général de sécurité important qui restait était Akari, situé dans un quartier riche de Souleymanie. Il était entouré par la foule de gens qui continuaient d'arriver, mais il y avait encore de la résistance. Il était environ 11h du matin. On a visité l'hôpital, les salles étaient pleines de blessés. La plupart avaient été blessés aux quartiers généraux de sécurité et à la base de Hamia. Mais l'hôpital était désorganisé, en pagaille, car la plupart des travailleurs hospitaliers avaient peur de venir travailler. Les pilleurs l'avaient dévalisé et les lits d'hôpitaux avaient été traînés dans la rue. On a demandé à quelques personnes de s'occuper de l'hôpital, mais ça n'a pas marché. Puis je suis repassé par la ville en voiture, appelant tous les travailleurs de l'hôpital à revenir au travail, car des centaines de personnes avaient été blessées, tout en demandant aux personnes armées de protéger l'hôpital afin que les soins de santé puissent être correctement assurés. Les attaques de roquettes venant des quartiers généraux de sécurité tombaient partout à Souleymanie, tuant, blessant de nombreuses personnes. Un groupe d'entre nous est retourné à Toy Malik, mais le vacarme était tel qu'on ne pouvait pas se faire entendre à plus de 5 mètres. On a décidé de mettre en place une base barricadée pour appeler les gens et les diriger. On est ensuite allé à l'école d'Awat, où il y avait un mégaphone. On a immédiatement commencé à appeler le peuple révolutionnaire et exploité à se rassembler, afin de s'organiser et de protéger notre ville contre toute attaque, en reconnaissant à quel point le peuple était grand et révolutionnaire, et comment les structures du régime avaient été écrasées. Menons l'esprit révolutionnaire jusqu'au bout, et ne permettons pas que les bureaux gouvernementaux et les usines soient mal utilisés, car maintenant ils sont les nôtres, notre propre propriété révolutionnaire. Ensuite, beaucoup de gens se sont rassemblés autour de l'école, et nos amis se sont également progressivement réunis. Il y avait beaucoup de voitures gouvernementales autour. Et l'école était dans un endroit stratégique menant à de nombreuses parties de Souleymanie. Le regroupement gagnait en importance et beaucoup de gens armés nous ont rejoints, demandant ce qu'ils devaient faire maintenant. L'école était devenue un point focal. Les soldats qui entouraient la ville s'étaient rendus au groupe d'insurgés un par un, sans offrir de résistance. Les gens les amenaient à l'école. C'était un spectacle assez impressionnant. Ils étaient protégés et personne n'allait leur faire de mal. Nous nous occupions d'eux et demandions aux gens de les nourrir, car ce sont les fils du peuple et ils avaient protégé le peuple en désobéissant aux ordres du gouvernement. Mais non seulement des soldats, mais aussi des policiers et des gardes de sécurité ont été amenés et ça nous a obligés à mettre en place une prison à l'école. Ensuite, les gens se sont plaints des pillages. Nous avons donc traversé la ville en utilisant le mégaphone de notre voiture, disant que ces actes n'étaient pas révolutionnaires et que les biens confisqués appartenaient maintenant au peuple. Nous avons demandé aux responsables de se réunir et de demander que les biens gouvernementaux saisis ne soient pas détruits ou incendiés car ils appartenaient maintenant au peuple. Certains ont amené tout ce qu'ils avaient réquisitionné à l'école, des voitures, de l'équipement hospitalier, jusqu'à l'artillerie lourde qu'ils avaient pris dans les bases militaires et les postes de garde, là où les gardes avaient distribué les fusils de manière disciplinée et ces fusils avaient été amenés en ville. Ces actes ont élargi l'ampleur de ce qui se passait.
milieu du chaos, on commence à s'organiser. Il faut faire des plans d'attaque, évacuer les blessés, les soigner, se ravitailler en armes et en nourriture, établir des communications. C'est sur le terrain et pour répondre aux besoins immédiats de la lutte que se sont formés les Shoras. Les insurgés se réunissent spontanément pour résoudre les problèmes qui se posent à eux, cherchent à connaître la situation générale pour prendre la meilleure décision et commencent à coordonner leur action. Ces assemblées, les Shoras, naissent dans le feu de l'action. Rapidement, ils s'en forment une 50aine au niveau des points stratégiques de la ville et un quartier général est établi à l'université, proche du centre et de l'hôpital. Pour le moment, tous n'ont qu'un seul but, venir à bout de la résistance des forces de sécurité. Celles-ci, submergées, sont contraintes à se replier sur la caserne centrale, abandonnant derrière elles de l'armement et des collègues qui sont exécutés sur place. La foule est maintenant massée dans les rues qui entourent la caserne, surnommée le Bâtiment Rouge. Cet endroit est tristement célèbre. Il sert depuis des années de centre de torture et de détention. Des milliers de prisonniers y ont disparu à mesure que la répression s'étendait. Les bâtiments abritent les officiers, les geôliers, les tortionnaires et leurs familles. Ceux-ci sont conscients que toute reddition équivaut à une mort certaine. Ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Le 7 mars touchait maintenant à sa fin. On est resté réveillés toute la nuit en discutant constamment des événements. On avait environ 70 prisonniers. Il y avait beaucoup de personnes armées qui traînaient dans les rues. Au matin du 8 mars, vers 8h, quelqu'un a dit que les Peshmerga descendaient de Goïza. On avait environ 7 voitures et on est allé à leur rencontre. On les a retrouvés dans les bois de Barou. Après les avoir accueillis, on leur a transmis la nouvelle que toute la ville était occupée, ainsi qu'une partie des bâtiments de sécurité. Ils n'étaient pas au courant que la ville avait été prise. Et ils étaient le premier groupe de Peshmerga à descendre officiellement dans la ville. Il y en avait à peu près 200. Les combats continuent autour du quartier général de sécurité, où les dernières forces du régime étaient regroupées, on dirait jusqu'en fin d'après-midi. Tous les occupants ont été tués. Environ 800 étaient à l'intérieur. Ils ont été mis en morceaux et les prisonniers ont été libérés. Beaucoup de personnes sont mortes en martyrs en participant à ces combats. Pendant les combats autour du quartier général de sécurité, les infâmes blessés ou les arrêtés ont été amenés à l'école. Le peuple a exigé qu'un tribunal populaire soit mis en place. Avec l'aide du mégaphone, on a choisi 8 criminels parmi les 160 prisonniers et on les a remis au peuple. Ils s'en sont occupés eux-mêmes, leur coupant les mains, les pieds, les têtes et les pendant. Même à ce moment-là, les dirigeants nationalistes avaient demandé que personne ne soit tué. Mais ni le peuple ni nous ne respections leur ordre, parce que la haine du peuple était tellement grande qu'ils auraient aussi dévasté l'école. Après cela, la nouvelle est arrivée que les forces nationalistes entraient dans la ville. Le soir du 8 mars 1991, à Souleymanié, l'État s'est effondré sous l'assaut des insurgés et désormais, le patronat se fait très discret. Le pouvoir est aux mains des Shoras, qui sont nés dans et pour l'insurrection. Elles s'activent pour soigner les blessés, approvisionner la population, remettre l'eau, l'électricité, récupérer les armes et les véhicules pour lever des milices. Mais le front kurde et ses forces armées, pour la plupart arrivées après la bataille, occupent déjà plusieurs bâtiments et se positionnent sur les boulevards. Ils se présentent comme les tenants légitimes du pouvoir, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Merci pour votre écoute. Prochain épisode et 5e chapitre de notre série Irak 1991, une insurrection oubliée, les Shoras, l'organisation de la lutte. À bientôt sur Radio 2049.